Bonjour. Alors, on continue la scène de confrontation, la deuxième partie, entre Antigone et Créon. Et on poursuit les objectifs qu'on a déjà commencé. Les objectifs qui sont identifier les arguments et la stratégie argumentative des deux protagonistes. On a déjà commencé les arguments d'Antigone et les arguments de Créon. D'accord? Et puis la progression du dialogue et déduire les tonalités. Comment le dialogue progresse-t-il et les tonalités qu'on a déjà relevées. Je vous rappelle que dans la scène précédente, on a relevé le polémique puisqu'il y a la confrontation des deux protagonistes et puis on a relevé le tragique entre le tragique qui a marqué la scène, qui a marqué la première moitié de la scène. Et puis on va bien sûr arriver à l'intérêt dramatique de la scène. Donc on continue. Créon, tu crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère condamné à errer toujours, si on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre avec la formule du prêtre. Donc, regardez le type des phrases. Donc, il pose des questions. Donc le type des phrases est interrogatif. Voilà, donc pourquoi il pose ces questions? C'est pour bloquer son interlocuteur. Voilà, donc ces questions sont des questions rhétoriques ou bien des questions oratoires. Regardez, c'est pour émouvoir le lecteur, c'est pour bloquer son interlocuteur ici. Donc Créon poursuit son dialogue avec Antigone. Tu crois vraiment à cet enterrement dans les règles? D'accord? Donc la première question oratoire. Et puis à cette ombre de ton frère condamné à errer toujours, si on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre avec la formule du prêtre. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés? Donc ces pauvres têtes d'employés, c'est une périphrase pour dire les prêtres. Donc Créon ici parle des prêtres, de ces pauvres têtes d'employés, donc la périphrase, fatigués. Ce sont des prêtres qui sont fatigués, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi. Donc là, comment il décrit l'enterrement dans les règles, comment il se moque de cet enterrement. Il dit ces têtes d'employés qui sont les prêtres, écourtant, avalant, bâclant, donc c'est une énumération, n'est-ce pas? Et toujours des questions oratoires. Antigone, oui, je l'ai vu. Et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire? Donc le passeport, c'est pour dire l'enterrement. Alors là, le passeport, c'est une métaphore, n'est-ce pas, pour dire cet enterrement. Ça, c'est un passeport dérisoire, selon Créon. Ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime. Donc là, avec le passeport, toujours il parle de l'enterrement dans les règles, d'accord, de ce rituel dérisoire pour Créon. Alors, comment il le qualifie? C'est un passeport, donc on a dit c'est une métaphore. Et ce même mot fait avec ce bredouillage en série, cette pantomime, d'accord? Donc, il fait une énumération. Donc, il parle toujours de ces rites, ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série. Donc, ces formules, il parle des formules des prêtres. Ce bredouillage en série sur sa dépouille, sur la dépouille, ça veut dire sur le cadavre de Polynice, cette pantomime, ça veut dire ces gestes. Donc ici, Créon se moque des rites. Pour lui, ce sont un passeport dérisoire, d'accord? Ce sont seulement des bredouillages, ce sont des pantomimes, des gestes insignifiants, dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Donc pour lui, tout ceci est absurde. Donc la phrase ici, c'est exclamatif, donc il est étonné. Donc il pose des questions premièrement oratoires, et puis il s'exclame, il dit voilà, c'est absurde. Tout ceci pour lui est absurde. D'accord? Donc ce sont les arguments de Créon. Oui, c'est absurde. Donc Antigone dit que c'est vraiment absurde. Et pourtant, on va voir, elle insiste. Elle insiste sur son geste. Alors Créon, au lendemain d'une révolution ratée. Donc là, c'est un autre argument.
Alors, il sent la ville de Thèbes est au lendemain d'une révolution ratée. Donc, pour Créon, il veut établir l'ordre à Thèbes. D'accord? Donc, il sent au lendemain d'une révolution ratée, donc il ne veut pas dresser de nouveau le peuple contre lui. Il y a du pain sur la planche. Donc, regardez cette expression. Il y a du pain sur la planche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un travail urgent à faire. Ils n'ont pas le temps à perdre. Ils veulent pas dresser le peuple contre lui. Donc ici, ils sont au lendemain d'une révolution ratée et ils ont du pain sur la planche. Ça veut dire il a beaucoup de choses à faire pour établir l'ordre à Thèbes. Je ne veux pas te laisser mourir pour une affaire de politique. Voilà. Donc ça, c'est un autre argument à Créon. Antigone, vous êtes odieux. Donc vous voyez comment il parle à son oncle et au roi. Donc là, c'est le champ lexical des insultes et des gros mots, d'accord? Donc voilà, Créon, il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Ça veut dire son rôle à lui est de mener la barque. La barque, c'est un bateau. Alors ici, il veut dire par la barque, il veut dire la ville, il veut dire le royaume. Il doit mener la barque, il doit gouverner le royaume. Donc là, c'est une métaphore. Pour ce mot, la barque, il veut dire son royaume. Cela prend l'eau de toutes parts. Donc toujours, il considère qu'il est sur une barque, que son royaume est une barque. Donc c'est la première métaphore. Et c'est une autre métaphore, d'accord, qui est toujours en rapport avec la première, puisqu'on a le même champ lexical, d'accord, de la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. Donc toujours, on est sur un bateau. Notre ville, Thèbes, est un bateau, d'accord, où il faut établir l'ordre. L'eau, alors, ça commence à prendre l'eau de toutes parts. Donc c'est une métaphore filée, d'accord? C'est une métaphore qui a un rapport avec la première métaphore. Donc, métaphore filée, cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes. Alors pourquoi? Il s'explique, il ajoute d'autres arguments. Alors c'est plein de crimes. Ça veut dire la ville est pleine de crimes, de bêtises, de misère. Donc il doit établir l'ordre, toujours. Et toutes ces brutes, alors il parle du peuple, de son peuple. Alors, et toutes ces brutes, le peuple qu'il gouverne, toutes ces brutes, donc c'est une métaphore, d'accord? Ces animaux, donc ils doivent être gouvernés, vont crever tout ensemble. Donc s'il ne va pas être ferme, si le roi ne va pas appliquer la loi, donc ça va prendre l'eau de toutes parts et la barque, bien sûr, il va perdre sa barque. Voilà. Et les brutes, qui sont une bonne partie du peuple, qui veut se dresser contre lui, ils vont crever tout ensemble. Voilà. Donc ce sont les arguments de Créon. Antigone, je ne veux pas comprendre. Vous voyez l'obstination d'Antigone. Elle s'attache à son opinion. D'accord? Je ne veux pas comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. Donc là, elle dit non. Et elle veut mourir. Alors là, on réfléchit ici sur la tonalité ou bien sur le registre. Elle veut mourir, donc elle veut accomplir son devoir jusqu'au bout. Alors, on est dans le tragique. Elle veut mourir. Elle veut dire non et elle veut mourir. Donc ici, on a le tragique. Voilà. Et on a bien sûr toujours le polémique puisqu'il y a le désaccord qui persiste encore. Alors, la situation de ce passage, Antigone n'est pas convaincue. Donc ça, je vous rappelle qu'on est dans la deuxième moitié de la scène de confrontation. Elle n'est pas toujours convaincue. D'accord? Elle veut que son oncle se rende compte de sa détermination. Elle est déterminée, elle est sûre, elle insiste sur son point de vue, elle est opiniâtre. Créon qualifie son acte d'absurde. Donc voilà, elle n'est pas convaincue et son acte pour Créon est absurde, est insignifiant, est dérisoire et déploie d'autres arguments encore afin de la dissuader de mourir inutilement. Il ne veut pas que sa nièce se donne la mort comme ça, d'une manière inutile et pour une cause qui est absurde. Voilà. Donc toujours les deux positions opposées. Antigone n'est pas convaincue et Créon voit que tout ceci est
absurde. Voilà. Alors, les axes de lecture qu'on a, créant le profil du roi. Dans l'autre scène, dans l'autre moitié, la première moitié de cette scène, je vous rappelle qu'on a vu créant avec le profil de l'oncle. Il était plutôt un oncle, il était affectueux, mais dans la deuxième moitié, il est plutôt le roi. Donc, on voit ici le profil du roi. Il est prosaïque, d'accord? Il est plat et manque d'élégance. Il parle d'une manière un petit peu, d'une manière brutale avec Antigone. Maintenant, il est beaucoup plus prosaïque. D'ailleurs, on a relevé ce mot de leur dialogue. Déterminé à assumer son devoir. Donc, il veut assumer son devoir de roi pour établir l'ordre et d'imposer l'ordre dans son royaume. Il remplit sa fonction, d'accord? Notifie l'autorité et interdit à Antigone de semer la révolte. Donc voilà son rôle de roi. D'accord? Il remplit sa fonction de roi, notifie l'autorité et interdit à Antigone de semer la révolte, de dresser le peuple contre lui. Créon dit oui à la loi. D'accord? Donc il dit oui à la loi, aux normes et à la condamnation de tout ce qui menace l'ordre. Donc il va condamner Antigone à mort. Pourquoi? Pour garder l'ordre dans son royaume. Alors, en même temps, on a Antigone la rebelle. Elle affronte la rebelle, elle se révolte, ça veut dire elle se révolte. Elle affronte le roi, d'accord? Elle avoue qu'elle fait ce geste pour elle-même, parce qu'elle a consenti elle était d'accord avec tous les arguments de Créon, et à la fin, elle a dit, je fais ça pour moi-même, d'accord? Elle avoue qu'elle fait ce geste pour elle-même. Elle insiste sur la volonté d'assumer son destin. Donc, elle veut assumer son destin. Elle veut mourir. Antigone dit non à la loi, non à la vie et non au bonheur. Donc, il dit oui. Pour Créon, il dit oui. Et pour Antigone, elle dit non à la loi et à la vie et au bonheur. Donc, elle refuse le bonheur que lui propose Créon et elle veut assumer son destin. Alors, les deux positions opposées, regardez dans ce tableau. Donc, on récapitule les deux arguments, d'accord? Les deux stratégies argumentatives. Donc, Antigone, alors pour Antigone, ce geste est un devoir. Au début, elle a dit c'est un devoir. Et puis, elle a dit que ce geste est une confirmation de soi. Ça veut dire elle fait tout cet acte pour elle-même, d'accord? Même si elle va consentir que Créon a raison, et que son acte est dérisoire, elle va le faire quand même. Alors, pour Créon, ce geste est absurde. Les rites de l'enterrement sont banals et insignifiants. On l'a vu dans le dialogue. Les prêtres répètent des pantomimes et des formules dérisoires. Alors, ça veut dire pour lui, Antigone va dresser le peuple contre lui, n'est-ce pas? Et la vérité cruelle, et il lui a rappelé aussi la vérité cruelle de ses deux frères. Donc, il lui a raconté dans son dialogue. On n'a pas rapporté tout ceci dans le support. Il a raconté à Antigone l'histoire de la traîtrise de ses deux frères. Parce que pour lui, Polynice est un traître et Éthéocle aussi. Donc, la décision de Créon consiste seulement à établir l'ordre dans son royaume. Alors, elle aura tout le bonheur, donc c'est un dernier argument pour Créon, elle aura, ça veut dire pour lui Antigone, aura tout le bonheur dans la jeunesse et l'amour. Alors, donc Antigone va refuser tous ces arguments parce que elle va refuser le bonheur et elle va refuser l'amour que lui propose Créon. Voilà. Donc, on a la conciliation ou la capitulation d'Antigone. C'est un autre point, c'est un autre axe dans cette deuxième moitié de la confrontation. La conciliation, donc, alors à un certain moment, elle a dit d'accord, elle a consenti, elle s'est conciliée avec son oncle, elle a capitulé, ça veut dire elle s'est résignée, elle a dit d'accord, et elle a voulu regagner sa chambre, d'accord? Les révélations, quand est-ce? C'est quand Créon a révélé l'histoire de la famille. Donc les révélations de Créon sur l'histoire de la famille, ça veut dire la cruauté de ses frères, la traîtrise de ses frères et comment ils ont été malveillants à l'encontre de leur père, d'Édipe et de leur maman, ont abouti à dissuader Antigone. Ça veut dire Antigone, elle a été dissuadée.
elle a renoncé à son projet. D'accord? Alors, voilà, son acte n'a plus raison d'être. Donc, elle s'est conciliée, elle a dit d'accord. En effet, elle accepte de regagner sa chambre, d'accord, d'obéir à son oncle et de se sauver la vie. Voilà. Mais après, il y aura alors un revirement. Ça veut dire un changement. Elle va changer son point de vue. Elle a accepté de regagner sa chambre tout à l'heure, mais après, juste après, elle a changé. Alors pourquoi elle a changé d'avis? Ayant gagné sa dernière carte, Créon insiste sa nièce à profiter de la vie et du bonheur. Donc il a prononcé le mot bonheur et ça a changé toute la position d'Antigone. Sa conception des deux notions, ça veut dire la conception de Créon concernant la vie et le bonheur, il lui a parlé du bonheur, d'accord? De ces deux notions a provoqué la révolte d'Antigone. Donc Antigone s'est ressaisie, la jeune princesse s'est ressaisie et elle s'est dressée de nouveau, d'accord? Et elle refuse le sens plat du bonheur. Donc pour elle, ce n'est pas ça le bonheur, ce n'est pas ça la vie, d'accord? Elle refuse le sens plat du bonheur et les compromis. Antigone est imprégnée d'idéal et d'absolu. Pour elle, elle cherche un autre bonheur, une autre vie, alors un bonheur absolu. Donc pour elle, elle choisit l'amour absolu, le bonheur absolu. Alors, en fin de compte, elle choisit la mort. Donc c'est son destin qu'elle va subir et qu'elle va accomplir jusqu'au bout. Voilà, donc, et on revient au tragique de la scène. Voilà.